Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps ensemble pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après 2 épisodes qui étaient plutôt centrés sur le passé, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un podcast sur une NBA un peu plus moderne. Mais du coup, en contrepartie, on va devoir parler d'un sujet qui n'est pas hyper réjouissant. Vous l'avez vu avec le titre de ce podcast, on va se faire une chronique sur Allen Iverson. Alors évidemment, vous allez me dire pourquoi Iverson alors qu'il n'a joué qu'une saison et à peine plus de 50 matchs avec les Pistons. Eh bien, ce qui m'intéresse dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai appelé cette chronique Rendez-vous manqué, c'est qu'Iverson, c'est peut-être l'une des seules superstars qui a débarqué à Détroit dans le cadre d'un trade. Détroit, c'est un petit marché, c'est une ville qui a longtemps été très peu attractive et globalement, sur toute son histoire, la franchise, elle a connu quand même plus d'échecs que de réussites. Et c'est simple, pensez juste aux plus grands joueurs des Pistons. Isaiah Thomas, Joe Dumars, Grant Hill, Ben Wallace, Chauncey Billups, Bob Lanier avant ça. Ce sont tous soit des joueurs draftés et donc fabriqués entre guillemets par Détroit, soit des joueurs qui étaient en échec et qui sont devenus importants qu'une fois dans la Motor City. Et encore, même dans tous ces joueurs que j'ai cités, il n'y a pas de joueur qui a été un jour MVP comme Allen Iverson. C'est pour ça que lui, avec Iverson, c'est différent. À la limite, il n'y a que la venue de Blake Griffin récemment qu'on pourrait rapprocher un peu de celle d'Iverson, mais même là, c'est pas du tout du même calibre comme joueur. Allen Iverson, c'est quand même un joueur de basket qui a vraiment changé la NBA, culturellement bien sûr, mais aussi dans le jeu. Il a fait partie de ces joueurs qui ont façonné toute la NBA post-Jordan, avec par exemple Shaq ou Kobe. Alors bien sûr, vous allez me dire que le Iverson qui débarque à Détroit en 2008, c'est pas le MVP de l'époque des Sixers, mais quand même, on parle d'un joueur qui tournait à 27 points et 7 passes de moyenne pour sa dernière saison avec les Nuggets, en jouant les 82 matchs de la saison à 42 minutes de moyenne. Donc quand les fans des Pistons ont vu Iverson débarquer à Détroit, ils pouvaient légitimement être confiants et même heureux puisque Iverson avait aussi cette étiquette de bad boys qui lui était collée depuis le début de sa carrière. Mais bon, tout ça, on va avoir le temps d'en parler dans le podcast. Mais avant d'arriver à ce moment-là, avant d'arriver à 2008 et la venue d'Allen Iverson, il y a autre chose que j'ai envie de vous raconter. Parce que si j'ai appelé ce podcast justement Rendez-vous manqué au pluriel, c'est parce qu'Allen Iverson a bien failli arriver bien avant 2008 dans la Motor City. C'était à une autre époque, quand il était plus jeune et donc bien plus fort, qu'il a été, Allen Iverson, aux portes de la franchise des Pistons. Et là, si jamais il était venu, l'histoire aurait pu être bien différente. Donc, on va commencer notre podcast comme ça, vu que cette histoire-là, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Donc, dans cette chronique de Motor City, je vous propose de parler 2 fois d'Iverson et 2 fois des Detroit Pistons, même si vous savez d'avance que l'histoire, elle va quand même mal finir. Allez, c'est parti. Pour la première partie de notre histoire, on retourne donc en 2000, en juin 2000 précisément, quand Joe Dumars devient président des opérations basket des Pistons. Et pour ses débuts, Dumars, il a un premier boulot très compliqué avec Grant Hill qui est sa superstar et qui est agent libre non protégé et qui va partir de Détroit contre absolument rien puisqu'il s'est mis d'accord avec le Magic d'Orlando. Alors on ne revient pas sur cette partie-là puisqu'on a dédié toute une chronique au passage de Joe Dumars comme GM des Pistons, c'était l'épisode 21 précisément. Mais au final, Dumars a quand même réussi un coup de génie en montant en quelques semaines un sign and trade avec Orlando pour récupérer Ben Wallace et Chucky Atkins. Mais ce qu'on sait moins,
c'est qu'au même moment, exactement au même moment, Joe Dumars a presque réussi à monter un autre échange. Et cet échange-là, il concernait Allen Iverson. Et clairement, il aurait pu changer le destin des Pistons évidemment, des Sixers aussi, et peut-être de beaucoup d'autres choses en NBA. On est donc en 2000, et Allen Iverson, il finit sa 4e saison NBA. Il a déjà été meilleur marqueur la saison précédente, mais il a encore amélioré ses chiffres en tournant à 28,4 points de moyenne en 99-2000. Et cette saison-là, Iverson a connu son premier All-Star Game, mais surtout sa deuxième All-NBA Team. Les Sixers sont allés au deuxième tour des playoffs en ne butant que sur les Pacers, qui étaient les futurs finalistes. Donc, tout pourrait être un peu idyllique, sauf qu'il y a un vrai problème avec Allen Iverson. Et son problème, c'est un problème avec son coach, que nous on connaît bien, puisqu'il s'agit de Larry Brown, qui sera le futur coach des Pistons. Et Larry Brown, on en a déjà parlé, c'est un coach qui est rude, qui est dur, qui est de la vieille école, et sa relation avec Iverson, qui lui est plutôt de l'autre côté du spectre, du genre, on va dire, génial soliste, cette relation, elle n'est pas bonne du tout. Ça ne passe pas du tout entre Larry Brown et Allen Iverson, parce que Iverson, il fait un peu ce qu'il veut à Philadelphie. Il arrive en retard quasi systématiquement à l'entraînement, et même en cours de match, il ne respecte pas toujours les systèmes du coach. Et en fait, au fil de la saison, la relation entre Larry Brown et Allen Iverson s'est détériorée progressivement, jusqu'à ce qu'en fait, que tout le monde se rende compte du conflit. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, les rumeurs sur un potentiel trade d'Iverson ont commencé à gagner le monde de la NBA. Les médias faisaient des papiers tous les jours sur ça, avec notamment un possible bannissement chez les Clippers. Parce que oui, on est au tout début des années 2000 et partir chez les Clippers, c'est en quelque sorte s'enterrer dans la pire franchise NBA possible. En tout cas, quand on arrive à l'intersaison 2000, la relation entre Larry Brown et Allen Iverson semble complètement détruite. Et c'est Pat Croce, le président des opérations basket des Sixers à l'époque, qui avait confirmé à ESPN qu'un trade a été très très proche à ce moment-là. Je ne voulais pas échanger Allen Iverson, mais je ne pouvais plus le défendre parce qu'il enfreignait les règles de Larry. Je l'ai personnellement appelé pour l'informer qu'un potentiel trade était à venir. Allen m'a juste dit qu'il ne voulait pas y aller, qu'il était prêt à devenir professionnel. De toute façon, pour les Sixers, à ce moment-là, on est à un point où c'est soit l'un, soit l'autre, puisque Larry Brown menaçait lui aussi de démissionner si jamais Iverson devait rester à Philadelphie. Et c'est à ce moment-là que débarque Joe Dumars ainsi que plusieurs autres franchises pour mettre en place un espèce d'échange XXL, un échange avec 6 équipes et 24 joueurs concernés. Alors, on ne connaîtra jamais vraiment l'intégralité du trade, mais ESPN avait réussi à avoir au moins une partie de l'échange, la partie principale, au moins les pièces principales. Ce trade aurait donc envoyé, soyez prêts, Iverson et Matt Geiger des Sixers à Détroit, Eddie Jones des Hornets, Glenn Rice des Lakers, Jerome Williams des Pistons et Dale Ellis à Philadelphie, Jerry Stackhouse et Christian Laettner des Pistons ainsi que Travis Knight des Lakers à Charlotte, et enfin Anthony Mason et Todd Fuller des Hornets ainsi que Tony Kukoc des Sixers aux Lakers. Donc voilà, énorme blockbuster trade avec Iverson, Eddie Jones, Jerry Stackhouse, Anthony Mason, etc. etc. Vous voyez bien qu'on parle d'un trade de dingue avec d'énormes joueurs là-dedans. Mais bon, nous, on va juste se concentrer sur la partie Détroit qui aurait donné, pour simplifier, je le répète, Iverson et Geiger qui arrivaient contre Stackhouse, Laettner et Williams qui partaient. Clairement, on peut le dire, c'est un trade qui aurait totalement changé la face des Pistons pour toute la décennie à venir. Sauf qu'évidemment, vous le savez, vous maintenant, ce trade, il ne s'est jamais fait. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? C'est en fait probablement le joueur le moins coté du trade, Matt Geiger des Sixers, qui a fait foirer le truc. En fait, Geiger, qui en était à la 2e année de son contrat de 6 ans de 47 millions de dollars, il possédait dans son contrat ce qu'on appelle un trade kicker, une sorte de clause qui lui accordait une augmentation de salaire de 15% s'il était échangé pendant la durée de son contrat. C'est en quelque sorte une protection pour éviter d'être tradé trop facilement. Et là, en l'occurrence pour Geiger, ça représentait quand même 3 millions de dollars en plus. Et en fait, justement, ce genre de clause, ça met toujours un peu de bazar dans les projets de trade. Et là, déjà qu'il fallait mobiliser 6 équipes et 24 joueurs pour arriver quand même à matcher les salaires, voilà que le trade kicker de Geiger, il déséquilibre complètement tout. Donc, pour que cet échange fonctionne, Geiger doit faire une croix sur ses 15%. Et en fait, tout bêtement, c'est ce que les Sixers vont lui demander. Sauf que lui,
Il refuse et met fin à la possibilité de ce blockbuster trade tout simplement. J'ai regardé la situation à Détroit et je me suis dit qu'Allen et moi n'aurions pas été mieux là-bas. La décision a donc été très facile. Et Pat Croce, donc le patron des Sixers, avait aussi confirmé ça à Bloomberg News quelques mois après. On était aussi proche que possible de le faire. Ce qui a fait capoter l'affaire, c'est Matt Geiger. Dieu merci, cela ne s'est pas fait. Et donc maintenant, on va essayer de s'imaginer les conséquences qu'aurait eu ce trade XXL sur les Pistons. Mais avant ça, juste un peu de réalité. Ce quasi-trade, donc, il a vraiment fait peur à Iverson, qui a commencé à rentrer doucement dans le rang après ça. Sa relation avec Larry Brown s'est un peu améliorée, et on a même vu Iverson arriver des fois en avance à l'entraînement. Et tout ça, du coup, c'est plutôt bien ressenti sur sa saison 2000-2001, puisqu'Iverson a marqué 31 points de moyenne, finissant meilleur marqueur de la ligue, plus 2,5 interceptions, là aussi le meilleur chiffre NBA. Iverson a fini MVP de la NBA cette année-là. Philadelphie a gagné 56 matchs et a fini premier à l'Est. Une fois en playoff, les Sixers ont battu les Pacers, les Raptors et les Bucks pour aller en finale NBA, en ne s'inclinant bien sûr que 4-1 contre les Lakers de Kobe et Shaq, qui étaient clairement intouchables à ce moment-là. Et pendant tous les playoffs, Iverson a enchaîné les gros cartons au scoring, comme par exemple son match à 48 points lors du Game 1 des finales, le seul qui a été gagné par les Sixers. Mais bon, maintenant, imaginons que ce trade se soit fait. Imaginons qu'Iverson débarque à Détroit et que Jerry Stackhouse et Jerome Williams partent. Alors déjà, sans Jerry Stackhouse, il n'y a pas de Rip Hamilton à Détroit. Et puis, avec un Jerome Williams qui est parti, eh bien, le trade de Corliss Williamson ne peut pas se faire. Sauf que Corliss Williamson, le 6e homme de l'année en 2002, eh bien, il va être un joueur très important des Pistons pendant la Going to Work era. Mais bon, par contre, si ce trade s'était réalisé, on peut dire qu'en quelque sorte, Joe Dumars remplaçait Grant Hill par Allen Iverson, ce qui aurait assuré aux Pistons de conserver le même niveau plancher qui était déjà assez intéressant. Mais vous le savez, le problème c'est qu'avec Grant Hill, Détroit n'a jamais passé un tour de playoff et que la vraie faiblesse de cette équipe, c'était son manque de profondeur. Donc on ne peut pas être sûr qu'Iverson, même en plein prime, même en niveau MVP, eh bien, il aurait été suffisamment bien entouré pour aider les Pistons à aller plus loin. En fait, au final, c'est même sur l'idée inverse que se sont construits les Pistons champions 2004, c'est-à-dire sur une alchimie collective dont Ben Wallace était la base. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Allen Iverson comme superstar, ça aurait été quand même compliqué d'imaginer le noyau de joueurs de la Going to Work era se faire quand même. Parce que Billups en 2002 ne serait sûrement pas venu si Iverson avait été le principal joueur offensif des Pistons, et probablement dans ce cas-là, pas de Prince non plus, puisque rien qu'avec le binôme Iverson-Ben Wallace, qu'on peut facilement comparer au vrai binôme Iverson-Mutombo des Sixers en 2001, c'est évident que les Pistons gagnaient largement plus que les 32 matchs qu'ils gagnent en réalité cette saison-là, donc impossible de choper le pick 23 à la draft 2002, donc pas de Tayshaun Prince. Et bien sûr, le paysage aurait été tellement différent 2 ans plus tard qu'il est impossible d'imaginer si Rashid Wallace aurait débarqué ou non à Détroit en 2004. Alors maintenant, nous on connaît l'histoire, on sait que les Pistons ont été champions en 2004 et on adore tous le roster de cette époque. Donc on va pas se le cacher, on est quand même bien content qu'Allen Iverson ne soit jamais vraiment venu. Mais quand même, en fait, en 2001-2002 par exemple, avec Jerry Stackhouse et Ben Wallace seulement, donc sans Prince, sans Billups, sans Hamilton, les Pistons ont gagné quand même 50 matchs et ont passé un tour de playoff, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 11 ans. Donc là, on est sur du pur basket fiction, mais par exemple, cette saison-là, remplacer juste Stackhouse par Iverson. Et peut-être que les Pistons peuvent sortir de la conférence Est dès cette année-là. I got to look in the mirror at myself and think of, things that I can do to help us win a championship. Maybe it's some things that I'll have to change, but one thing's for sure, 2 things for certain. I'm do whatever the coach wants me to do out there on the basketball court. He give me an assignment, I'll just try to carry it out to the fullest. Even practice? 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 We talking about practice? Okay, you heard I it. set myself up for that one. Walk right into that. Bon, après cette première partie en l'an 2000, faisons maintenant un saut de 8 ans en avant pour se retrouver en 2008. À ce moment-là,
les Pistons viennent d'enchaîner leur 6e finale de conférence minimum consécutivement, mais bon, ils viennent aussi d'être sortis à ce stade de la compétition pour la 3e fois de suite, cette fois-ci par les Celtics de Paul Pierce et Kevin Garnett. C'est quand même un petit coup d'arrêt pour cette équipe qui a dominé dans toutes les années 2000. Et plus globalement, on arrive comme à une idée de renouvellement dans la Motor City. On a Ben Wallace qui est parti depuis 2 saisons se perdre à Chicago puis à Cleveland. On a Rodney Stuckey qui commence à se montrer un peu dans sa saison rookie. Et on a Flip Sanders qui du coup a laissé sa place après ce demi-échec à son adjoint Michael Curry qui débute là sa carrière de head coach après seulement 1 an comme assistant. Mais par contre, dans la tête de Joe Dumars, c'est quand même plus une transformation qu'une reconstruction. Donc le GM prévient ses joueurs à l'été 2008 qu'il n'y a absolument personne d'intouchable à ses yeux. Si jamais il peut ajouter une pièce qui est susceptible de faire gagner l'équipe, eh bien il n'hésitera pas à sacrifier un joueur de ce groupe. Et c'est là que l'histoire d'Allen Iverson va de nouveau croiser celle des Pistons, et cette fois-ci, promis, il n'y aura pas de Matt Geiger pour faire capoter l'affaire. Donc, on fait juste un point sur la situation d'Iverson à la fin de cette saison 2008. Allen, il a 32 ans maintenant, et il ne joue plus à Philadelphie comme on l'avait laissé en 2000, mais bien aux Nuggets, avec notamment Carmelo Anthony. Les deux forment une super attaque, une attaque de feu, surtout avec George Karl comme coach, mais en fait, ce qui marche plutôt pas mal en saison régulière ne fonctionne plus du tout une fois en playoff, et Denver échoue à chaque fois au premier tour. Donc pour eux, ils sont arrivés au bout du modèle et Iverson est quand même devenu une sorte de poids dont les Nuggets aimeraient finalement plutôt bien se débarrasser. Et c'est là qu'ils vont être bien heureux de trouver qui ? Joe Dumars, puisque le 3 novembre 2008, à peine quelques jours après la reprise de la saison NBA et après tout un été de discussion, les Nuggets envoient Allen Iverson chez les Pistons dans la Motor City en échange de Chauncey Billups, Antonio McDyess et Czech Samb. Donc 8 ans après le trade avorté, Joe Dumars réussit enfin son coup et réussit enfin à faire venir Iverson. Et tant pis si malheureusement, pour ça, il a dû quand même casser les codes de cette équipe en faisant partir Billups. Parce que oui, c'est vrai que en fait, cette going to work era, elle était plutôt orientée d'abord vers la défense, vers le sacrifice, le collectif, la cohésion, plus ou moins tout ce qui représentait l'anti-Iverson. Et puis, dans cet échange, les Pistons ont perdu Billups, qui est le moteur offensif de l'équipe jusque-là, et c'est lui aussi qui faisait le lien entre les différentes pièces de la machine. Mais on ne va pas noircir le portrait, pour être tout à fait honnête envers Iverson, la plupart des problèmes qu'il a pu rencontrer en NBA, l'individualisme, les problèmes de comportement, les autres trucs, etc., en fait ça date plutôt de ses toutes premières années dans la ligue, justement avant 2000, et il a prouvé qu'en vieillissant, il était quand même prêt à se sacrifier, à se retrousser les manches pour pouvoir enfin gagner. Bon, on verra bien sûr que ça ne sera pas le cas à Détroit, mais quand même, c'est vrai qu'au moment du trade, Dumars avait légitimement le droit de penser que Iverson, normalement, ne ferait pas d'histoire dans la Motor City. Et puis, pour être tout à fait complet, Dumars visait aussi avec ce trade une future flexibilité financière. En fait, Billups n'était qu'à la moitié de son gros contrat de 4 ans, alors que de l'autre côté, il ne restait qu'1 an au contrat d'Iverson, ce qui, associé au contrat expirant de Rashid Wallace également, ça permettait à Joe Dumars de redémarrer sereinement, pour le coup une vraie reconstruction, l'été suivant en 2009, si éventuellement la greffe ne prenait pas. Mais bon, par contre, dans ses propos lors de l'introduction d'Iverson, Joe Dumars, le GM des Pistons, reste de toute façon très ambitieux. Nous avons juste pensé que c'était le bon moment pour changer notre équipe. Iverson nous donne une dimension que nous n'avons pas eue jusqu'ici et nous pensons vraiment que cela peut nous aider. Dans cette ligue, 6 ou 7 ans, c'est une éternité pour un noyau qui vit ensemble. Donc lorsqu'une situation comme celle-ci se présente, où vous pouvez à la fois avoir un joueur à impact immédiat et de la flexibilité sur le long terme, vous devez appuyer sur le bouton. Et puis, derrière la venue d'Iverson, le grand plan de Joe Dumars, c'est aussi de faire de la place à Rodney Stuckey. Je vous l'ai dit, lors de sa saison rookie, Stuckey a montré de très belles choses, particulièrement en étant capable de se montrer quand ça compte, c'est-à-dire en play-off. Donc, il est quand même fort probable qu'en 2008, dans la tête des Pistons, Stuckey ait été vu comme leur meneur du futur et que du coup, Chauncey Billups devenait un petit peu l'obstacle qui allait le ralentir. Sauf qu'il y avait une autre possibilité, c'était que les deux auraient pu largement cohabiter, et d'ailleurs, Stuckey dira lui-même plus tard qu'il ne voulait pas que les Pistons transfèrent Billups.
Je voulais qu'ils restent et que l'équipe ait la philosophie des Spurs, c'est-à-dire garder tous leurs vétérans pour entourer les jeunes. Après le départ de Chauncey, tout a commencé à se dégrader. Chauncey était la colle qui faisait tout tenir ensemble. Et c'est vrai que c'est déjà là la toute première erreur de Dumars dans ce dossier. Évidemment, Stuckey n'avait rien d'un vrai franchise player. Alors c'est évident pour nous aujourd'hui, l'expérience nous l'a prouvé, mais en fait c'était quand même déjà évident en 2008. Oui, c'est clair, Stuckey avait montré de belles choses, mais c'était juste sur une toute petite poignée de match. Et puis en plus, c'était même pas vraiment au poste de meneur. Stuckey, il n'avait pas du tout montré qu'il avait une vraie capacité à mener une attaque. Il avait même quasiment pas de tir. C'était quand même difficile de se projeter plus loin que ce qu'il montrait déjà. Donc, même si sa saison rookie était intéressante, il n'y avait aucun signal qui disait qu'il allait être obligatoirement un futur All-Star ou un futur All-NBA team. Et pourtant, Dumars, il a jeté Billups et il a pris Iverson quasiment sur cette simple intuition. Up next, the gods. Ladies and gentlemen, for the first time on the Palace Court, as the newest player for the Detroit Pistons, this is the one-time Hoya from Georgetown University, the 6-foot guard in Detroit uniform, known as the Relentless One, Allen Iverson. En tout cas, quand Allen Iverson arrive à Détroit, la saison a de toute façon à peine commencé puisque les Pistons n'ont joué que 2 matchs et Rodney Stuckey n'est toujours qu'un 6e homme. Et maintenant que Chauncey Billups est parti, les Pistons choisissent de jouer avec Iverson et Rip Hamilton dans le backcourt, Tayshaun Prince à l'aile et avec une raquette composée de Rasheed Wallace d'un côté et d'un pivot de l'autre qui était soit Amir Johnson, soit Kwame Brown, mais bon, aucun des deux n'avait vraiment une grande réussite. Les Pistons gagnent des matchs, même si, il faut le dire, l'équipe est un peu moins souveraine que d'habitude, mais bon, ça, personne n'est vraiment surpris. C'est même assez logique quand on passe de Billups à Iverson. Il faut une période d'adaptation et c'est ce que Joe Dumars et Michael Curry n'arrêtent pas de rappeler. Et puis, en décembre, Rip Hamilton se blesse. Rip rate seulement 8 matchs, mais pendant ce temps-là, c'est Rodney Stuckey, le petit chouchou de Dumars, qui prend sa place dans le 5. Stuckey, on l'avait déjà vu faire quelques apparitions comme titulaire un peu plus tôt, dans une sorte de proto-small ball que Michael Curry avait mis en place avec Tayshaun Prince en 4 et Rasheed Wallace en 5. Mais ça n'avait pas trop marché. Par contre, cette fois-ci, Rodney Stuckey rentre définitivement comme starter et dans le backcourt. Quand Rip Hamilton revient, le coach des Pistons, Michael Curry, ne veut pas sortir Rodney Stuckey et donc remet son 5 de petite taille pour faire jouer à la fois Stuckey, Hamilton et Iverson ensemble. Mais bon, évidemment, si ça n'avait pas marché la première fois, ça ne risquait pas subitement de marcher cette fois-ci, surtout qu'on est dans la NBA de la fin des années 2000, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc assez naturellement, Détroit enchaîne 5 défaites en 6 matchs et il est évident que Michael Curry doit mettre sur le banc un de ses arrières. Sauf que le débat ne se fait pas entre Rip, Iverson et Stuckey, il se fait uniquement entre Hamilton et Allen Iverson, comme si Stuckey avait suffisamment prouvé pour être intouchable, ce qui n'est pas vrai du tout. Et c'est finalement Rip Hamilton qui est mis sur le banc, après tout un épisode de flottement qui fragilise tout le vestiaire, particulièrement Allen Iverson, qui lui avait reçu l'assurance de Joe Dumars qu'il serait un titulaire indiscutable dans cette équipe. Ils m'ont dit de suite, Allen, nous ne manquerons jamais de respect à ta carrière en te faisant sortir du banc. C'est ce qu'ils m'ont dit en face dès le début. Et puis plus tard, ils sont venus me dire qu'ils pensaient que ce serait dans l'intérêt de l'équipe si je sortais du banc derrière eux. Parce que oui, la situation va finalement changer. Sans Rip Hamilton, en fait, l'équipe est en roue libre et ni Iverson ni Rodney Stuckey n'arrivent à diriger correctement l'attaque. Les deux joueurs sont quand même globalement décevants et le mois de février, c'est un cauchemar total pour les Pistons avec 8 défaites de suite. Et bien sûr, c'est Iverson et uniquement lui qui en prend plein la tête de la part des fans et des journalistes et il est considéré comme un soliste qui ne fait pas assez d'efforts et qui plombe l'équipe par ses mauvaises décisions. À ce moment-là, ça devient assez clair qu'Iverson va servir de fusible, de bouc émissaire idéal qui va permettre à Michael Curry, à Rodney Stuckey ou même à Joe Dumars de passer entre les gouttes. Toutes les reproches sont faits contre Allen Iverson. Par exemple, personne ne parle de la possibilité de réduire les minutes de Stuckey ou alors de revenir au premier 5, celui avec Rip et Iverson dans le backcourt qui marchait plutôt pas mal au début de la saison. Globalement,
c'est tout le processus décisionnel des Pistons qui est assez opaque à ce moment-là. On peut même se demander si cette décision de mettre Rip sur le banc, et puis plus tard Allen Iverson, si c'est Michael Curry qui la prend, lui qui n'est qu'un coach rookie, ou si c'est Joe Dumars qui s'en sert un petit peu comme une marionnette. Surtout qu'à l'époque, Bill Davidson, le propriétaire des Pistons, était gravement malade, ce qui fait que Joe Dumars n'avait plus personne pour le surveiller et qui pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Bref, à la fin de cette série de 8 défaites consécutives, Allen Iverson se blesse à son tour, ce qui du coup remet Rip Hamilton automatiquement dans le 5 et qui relance les Pistons. Alors bon, relancer c'est peut-être un grand mot, puisque Détroit ne gagne que 7 des 15 matchs qu'Iverson rate. Mais dans la tête de Michael Curry, ça suffit largement, et c'est à ce moment qu'il va dire à l'ancien MVP, Allen Iverson, qu'il va devoir sortir du banc derrière Rip Hamilton, puisque Rodney Stuckey est toujours intouchable. Mais bon, après tout, pour le bien du collectif, pourquoi pas ? Sauf que le problème, c'est que là où Rip Hamilton avait entre 28 et 30 minutes de jeu comme sixième homme, eh bien Iverson, lui, une fois sur le banc, ne joue que 18 minutes en moyenne. Ce cirque, ce manque de respect d'Iverson va durer 3 matchs avant qu'évidemment il pète un plomb. Et le 3 avril 2009, donc après 3 matchs en sortie de banc, Allen Iverson demande à rencontrer Joe Dumars. On lui a promis qu'il serait titulaire, qu'il pourrait se montrer, et en fait c'est tout le contraire qui se passe. Et en fin de compte, on peut quand même comprendre que la situation soit difficile pour Iverson. On est en 2009, il a 33 ans et il sera agent libre cet été-là. À Détroit, il a la malchance d'être tombé dans une équipe d'abord défensive où il doit partager la balle avec des vétérans bien établis comme par exemple Rip Hamilton, Tayshaun Prince ou Rasheed Wallace. Et alors qu'il a fait pas mal d'efforts pour s'adapter au collectif, le voilà qu'il se retrouve pointé du doigt comme le responsable de l'échec de Détroit et qu'il joue même moins de 20 minutes par match. Sauf qu'en face de lui, Allen Iverson a Joe Dumars qui n'est pas trop du genre à reconnaître ses torts. La réunion est un échec complet et Allen Iverson est tout simplement mis de côté et sort définitivement de l'équipe. Après 54 matchs avec les Pistons, c'est déjà la fin de l'aventure Iverson à Détroit. Alors, on ne sait pas vraiment à quel point il a été viré de l'équipe ou s'il a lui-même abandonné. En tout cas, il ne rejouera plus sous le maillot des Pistons. Et son dernier match est assez symbolique de cette aventure un peu ratée. 4 points à 1/8 au tir en 17 minutes de jeu. Sans lui, les Pistons vont finir la saison avec 39 victoires seulement en étant 8e de la conférence Est. En play-off, ils se feront sweeper 4-0 par les Cavs et pour bien montrer le n'importe quoi qui régnait dans la franchise cette année-là, Iverson est quand même inscrit sur la liste des joueurs engagés par les Pistons en play-off, bien qu'il ne soit plus à Détroit depuis plusieurs semaines. Le passage d'Allen Iverson chez les Pistons aura au moins le mérite d'avoir montré à quel point cette franchise était devenue mal organisée. Michael Curry est licencié tout de suite le 1er juin 2009 après l'échec de la saison, remplacé par John Custer qui ne fera pas mieux du tout. C'est même en fait le début de la traversée du désert pour Détroit qui ne retrouvera les playoffs qu'en 2016 avec Stan Van Gundy et encore pour perdre au premier tour. Michael Curry, lui, tout simplement, ne retrouvera plus jamais de poste de head coach en NBA. Allen Iverson dira plus tard que sa saison à Détroit était la pire année de sa carrière, tout en confirmant que l'entraîneur Michael Curry lui a menti sur le fait qu'il ne serait jamais remplaçant et en défendant Joe Dumars. Je n'ai rien à dire de mal à propos de l'organisation, en particulier de Joe. Je n'ai jamais eu de problème avec Joe. C'est une personne droite que j'aime et que je respecte. Il ne faisait partie d'aucun des problèmes que j'avais à Détroit. Mais que le coach vienne me dire des choses, qu'il revienne sur sa parole comme ça fait de cette saison la plus dure et la plus difficile que je n'ai jamais eue. Alors oui, Allen Iverson a défendu Joe Dumars. Mais quand même, le GM des Pistons, on peut dire qu'il s'en sort très très bien de cette situation. Surtout qu'après l'échec Iverson, Dumars continuera à faire n'importe quoi en utilisant tout l'argent disponible après les départs d'Iverson et du Sheed pour signer à prix d'or Ben Gordon et Charlie Villanueva. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on a déjà racontée dans les chroniques de Motor City. L'histoire d'Allen Iverson s'arrête donc là. C'est en quelque sorte l'histoire de 2 rendez-vous manqués. Le premier en 2000, quand Iverson, le futur MVP, aurait pu emmener Détroit tout en haut et peut-être même devenir le nouveau symbole de la franchise, même si en contrepartie, nous n'aurions pas connu la Going to Work era. Et de l'autre,
c'était en 2008, quand Iverson arrive trop vieux, dans une franchise trop dysfonctionnelle, où on s'est servi de lui pour éviter d'assumer ses erreurs. Alors que, même à 33 ans, il est sûr et certain qu'Allen Iverson aurait pu faire quelque chose de bien dans la Motor City. Et c'est ainsi qu'on termine ce podcast. Relire les papiers de l'époque et revoir les matchs d'Iverson sous le maillot des Pistons, à moi, ça m'a aussi permis de remettre les choses un petit peu dans leur contexte et de prendre un peu de recul, alors qu'en fait, à l'époque, tout donnait l'impression qu'Iverson était le méchant de l'histoire. Donc j'espère que ça nous aura aidé à un petit peu rééquilibrer la balance. En tout cas, cette chronique est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous dire que, comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont disponibles partout, sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Pour soutenir le podcast, c'est assez simple. Si vous avez un iPhone chez vous ou un appareil Apple, laissez une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide à faire découvrir les chroniques aux autres. Et sinon, tout simplement, le simple fait d'en parler, pourquoi pas autour de vous, ou de partager le podcast sur les réseaux sociaux, c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver pour en parler sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.